Neurooptimiste, le podcast qui libère l'esprit avec Antoine Menet. Salut Antoine. Salut Julien. Quel plaisir de te retrouver pour parler d'un témoignage qui m'a marqué. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai dans la tête et je trouve que c'est bien qu'on en parle aujourd'hui. C'est un témoignage que j'ai entendu à la télévision lors des championnats du monde d'athlétisme qui ont lieu l'été dernier et qui concernait le handisport. Et le témoignage, il émanait d'un guide. Je ne sais pas si tu as déjà vu les athlètes non-voyants ou malvoyants, ils sont souvent accompagnés d'un guide. Et il y a un athlète français dont j'ai perdu le nom, qui est monté sur la boîte, qui a fait une médaille. Et en fait, le guide témoignait en disant « Mais moi, je suis athlète individuel valide. Et là, le fait de monter sur la boîte, de monter sur le podium avec l'athlète que j'accompagne, qui d'abord est à mettre en valeur, parce que c'est d'abord lui, c'est un peu comme si lui-même il avait gagné grosso modo. C'est-à-dire que de sacrifier une partie de sa carrière, de son temps pour la réussite de son binôme finalement, parce que c'est un binôme qu'ils ont créé, ça a généré chez lui une joie et un bonheur qu'il avait peut-être même jamais connu en tant qu'athlète principal valide tout seul. Et donc la question elle est simple, c'est finalement dans une carrière, est-ce que la capacité d'aider son voisin, autrui, ça peut ne pas procurer plus de bonheur finalement? En tout cas, ça procure du bonheur, ça procure un bonheur un petit peu différent. Mais c'est vrai que pour s'arrêter sur cet exemple, c'est un exemple très très intéressant dans notre société et même dans le monde du sport. Que ce soit dans la société ou dans le monde du sport, on est dans un monde dans lequel le bonheur, la joie, le sens de la vie, il est recherché à travers la réussite. À travers la réussite sportive, à travers la réussite professionnelle, à travers la réussite financière, la réussite matérielle. Et on se dit que le bonheur, la clé du bonheur, quelque part, c'est de réussir, c'est d'avoir des succès, c'est d'avoir des preuves de succès, c'est d'avoir des biens matériels, c'est d'avoir réussi un certain nombre de titres, de diplômes, c'est comme ça, c'est notre modèle. Et pourtant, à l'image de cette histoire que tu as en tête, si on cherche à être heureux, si on cherche à être heureuse, si on est sur la quête du bonheur, la science est très claire. Une des clés fondamentales, c'est d'adopter des comportements prosociaux. Des comportements de coopération, de confiance, d'altruisme, des comportements qui vont vers les autres. Et ça vraiment, quand je dis que la science est très claire, il y a une méta-analyse qui a été publiée en 2020 par Bryant Hui, H-U-I, j'espère que je prononce correctement, et du coup qui l'a montré en étudiant plus de 200 études pré-réalisées. Donc on est sur un bassin de population qui est sur 200 000 personnes et qui a vraiment montré que les personnes qui avaient des comportements prosociaux, donc d'altruisme, d'aide, de coopération, de confiance dans les autres, déclaraient un niveau de satisfaction, de bonheur supérieur aux autres. Donc il y a vraiment un premier lien qu'on peut voir dans le fait, dans cette idée que avoir des comportements prosociaux, ça peut être une clé intéressante du bonheur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut même aller un peu plus loin. On va avoir tendance à distinguer deux types de bien-être. On appelle ça le bien-être hédonique et le bien-être eudémonique. Alors le bien-être hédonique, c'est le bonheur, la joie, le fait d'avoir des affects positifs, des sentiments plutôt positifs. Et le bien-être eudémonique, c'est quelque chose qui va encore plus loin, c'est le sentiment du sens de la vie. C'est l'impression de s'épanouir, d'avoir trouvé une direction à son chemin et d'être sur le bon chemin. Quelque chose de l'ordre de l'accomplissement de soi. Donc il y a un côté, si je comprends bien, plus plaisir simple premier et un côté plus accomplissement, quoi. Oui, absolument. Alors évidemment, ces deux-là sont liés, mais il y a eu une étude intéressante qui est sortie en 2013, une étude de Baumeister, qui a montré plein de choses intéressantes. Lui, il a interrogé 400 adultes pour essayer de comprendre leur niveau de bonheur, mais aussi leur niveau de sens, de sentiment d'accomplissement personnel, donc vraiment les deux mesures. Et il leur a posé des questions sur le comportement, sur leur humeur, sur les relations qu'ils avaient les uns avec les autres, sur leur santé, sur leur niveau de revenu, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est un peu comme l'étude précédente, il a remarqué évidemment que plus les gens, donc encore une fois, avaient des relations sociales fortes et profondes, meilleur était leur niveau de bonheur. Et ça fonctionnait pour les deux types de bien-être, donc à la fois hédonique, donc des gens qui avaient des relations sociales fortes, profondes, vraies, pas obligatoirement nombreuses, mais sincères et profondes, avaient à la fois un meilleur affect positif et avaient aussi une meilleure perception du sens de leur vie. Mais par contre, il a fait une différence assez forte entre les deux. C'est que le fait de recevoir
était statistiquement lié au bonheur hédonique, à la joie. Quand on reçoit des choses, on a des sentiments de joie. Le bonheur eudémonique, le fait de trouver un sens à sa vie, lui par contre, était statistiquement lié au fait de donner, d'aider et de prendre soin. Hyper intéressant. Donc finalement, l'accomplissement, il est plus important si on s'engage dans une association, si on accompagne un athlète malvoyant, si on fait une passe décisive à son collègue pour qu'il marque lui, Absolument. si on fait un cadeau à Noël ou un anniversaire à quelqu'un. Tout ça, c'est dans un accomplissement plus poussé, quoi, plus profond. Plus profond, plus poussé, ces comportements d'aide, d'accompagnement, de don de soi, eh bien, c'est vraiment des comportements qui permettent de trouver un sens à ce qu'on fait, de trouver un sens à ses journées, de trouver un sens à sa mission. Et heureusement, pas que ça. Il y a une autre étude, une étude de Drouin et alors 8 autres autrices et auteurs, donc mes excuses à elles et eux que je ne citerai pas, mais une étude en 2019 qui s'est interrogée sur le lien justement entre le bien-être eudémonique et le bien-être hédonique. Elle a pris le cadre du travail, elle a posé des questions à 470 travailleurs et elle a montré que le bien-être eudémonique était un facteur du bien-être hédonique. Ah oui, c'est le second qui détermine la réussite du premier, quoi. En tout cas, Enfin, je sais pas si on doit donner un ordre. Ouais. C'est ça, mais les deux, en réalité, les deux se prédisent l'un l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'en général, si on a si on a des affects positifs, de la joie, du bonheur, eh bien, on a plus de chances de sentir un sens à sa vie. Et l'inverse est vrai, si on trouve un sens à sa vie, on a plus d'affects positifs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a montré que cette deuxième corrélation était plus forte. Autrement dit, les personnes qui ont un sens à leur vie réussissent plus facilement à déclencher effectivement le bonheur plus dans l'instant présent, alors que les personnes qui ont ce bonheur de l'instant présent peuvent plus facilement trouver un sens à leur vie, mais c'est moins immédiat, moins direct, moins prédictif. Autrement dit, on peut trouver plein de petits bonheurs du quotidien qui participent à l'épanouissement général de notre vie, quoi, de notre chemin. Exactement. Ou alors, à l'inverse, eh bien, trouver des activités qui nous permettent de mieux comprendre le sens de notre vie et s'engager sur ce chemin-là va déclencher un certain nombre d'émotions positives pour le quotidien, de joie, de bonheur et de sentiments de gratitude. Bon, bah, tu sais qu'à travers cette étude-là que tu nous partages, tu participes quand même à l'accomplissement du bonheur de notre quotidien. Parce que quand on entend ça, il y a quand même un côté rassurant quand même. Nous qui prônons souvent l'altruisme, ça va totalement en contradiction avec les valeurs d'individualisme et d'égoïsme qu'on pointe du doigt quand même dans les sociétés modernes dans lesquelles on vit actuellement. Donc on se dit, bon bah finalement, ça va dans le bon sens quand même l'étude. Enfin, ça nous rassure. Absolument, c'est rassurant et c'est ce qu'on disait au départ, c'est qu'on est dans un modèle qui est quand même très individualiste, qui porte beaucoup la reconnaissance sociale sur la réussite individuelle et y compris dans le monde du sport sur l'individualisme, même je dirais dans les sports collectifs. Il y a bien sûr cette notion d'équipe, mais on a cette tendance à essayer de chercher l'individualisation. Ouais. Bah, c'est la statistique souvent. C'est souvent la statistique, et puis c'est aussi, soyons honnêtes, c'est aussi des stratégies individuelles, parfois des stratégies financières qui poussent à cette individualisation-là. Mais on entend, pardon de te couper Antoine, moi j'entends beaucoup, alors est-ce que le discours est sincère ou pas, bon bah, ça c'est à chacun d'en juger, mais j'entends beaucoup d'athlètes dans le sport collectif qui prennent du plaisir à faire la passe pour celui qui va être décisif. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de disciplines, je pense au hockey par exemple, où dans les statistiques, on note le nom de celui qui déclenche la première passe, celui qui va définir la réussite de l'action finale. Eh oui, il n'y a pas beaucoup de sports qui font ça, le hockey sur glace le fait. Très intéressant effectivement d'un point de vue purement tactique et stratégique et très intéressant d'un point de vue humain parce que c'est cette capacité à faire équipe, c'est cette capacité à se mettre au service de quelqu'un d'autre ou de quelque chose de plus grand que soi qui met sur la voie du sens de notre vie. Alors, est-ce que pour comme chaque numéro et chaque échange qu'on a ensemble, Antoine, nous avons des petits tips qu'on peut proposer pour aller, sans aller jusqu'au dévouement, au don de soi, mais quand même des petits tips qui nous permettent de trouver cet épanouissement qu'on recherche tous alors? Oui, je pense que si ça commence à vous parler, la première chose, c'est de se dire qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Se mettre au service, aider, accompagner les autres, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est quelque chose de très grand, il y a énormément de possibilités. Et pour que ça ne soit pas une contrainte, mais quelque chose qui suscite de la vie et de l'enthousiasme chez vous, posez-vous la question, qu'est-ce que vous avez envie de partager ? Peut-être que ça peut être vos compétences, peut-être que ça peut être vos connaissances, peut-être que ça peut être une passion que vous avez. Je pense que partir de soi
et se poser la question qu'est-ce que moi j'ai à partager, et ensuite le mettre au service, ça peut être une bonne première étape. Et puis un peu en lien avec ça, ne pas oublier de commencer petit. C'est pas un sprint, le sens de la vie, c'est une démarche, c'est un chemin, et c'est quelque chose qui change, qui évolue avec le temps, avec notre environnement. Et donc ne pas se mettre des gros objectifs d'aide ou ne pas se lancer à corps perdu là-dedans, mais expérimenter, explorer. Comme on part pour une longue balade, y aller pas à pas, sans s'épuiser dans la première montée. Trouver son rythme, commencer petit. Et puis le troisième, je pense, de ne pas oublier la gratitude. De ne pas oublier d'exprimer aussi ses sentiments positifs, non seulement de passer à l'action bien sûr, mais de reconnaître le positif qu'on reçoit autour de nous, qu'on reçoit dans les activités qu'on fait, et réussir à l'exprimer, réussir à partager cette joie de partager des moments, de construire ensemble. Très intéressant tout ça, encore une fois, comme à chaque fois j'ai envie de te dire Antoine, parce qu'on apprend plein de choses, et puis c'est vrai que finalement le sentiment qu'on a à la fin de cette chronique, c'est carrément un résumé de ce qu'on vient de se dire dans cet échange, donc c'est hyper intéressant. Si je résume un petit peu les tips que tu nous proposes, déjà peut-être de transformer la contrainte en opportunité, mais par le partage, voilà, de pas le faire tout seul, de le faire en groupe, aussi de dire que le but c'est pas de changer le monde, hein, mais peut-être de provoquer déjà des petits bonheurs au quotidien comme ça, oui, qui sont très simples en fait, hein. Des fois de dire bonjour et susciter un sourire, c'est déjà une victoire quand même. Ça m'arrive de temps en temps et c'est vrai que ça suscite du plaisir et du bonheur. Et puis aussi de l'exprimer, tout ça, d'exprimer parfois ses sentiments, parfois de dire merci, parfois de dire bravo, des fois de dire qu'on est content, qu'on est heureux, qu'on est fier, et ça suscite un peu cet épanouissement, j'imagine. C'est un peu ça l'idée, hein. Exactement. Bon, alors il y a d'autres choses qui peuvent susciter, puisqu'on est dans la gratitude et qu'on est dans le partage et un peu le don de soi. L'aider les autres, c'est t'inviter à boire un petit verre pour trinquer, parce que c'est aussi le principe de l'échange entre nous, quoi, hein. Exactement. Trinquons alors.